Congo de mon rêve, un ouvrage, un très bel ouvrage que vient de lancer comme ça le pasteur Cédric Lukusa. Il va nous en parler aujourd'hui à travers cette émission, à travers votre magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pasteur Lukusa, shalom. Shalom, tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai parlé de cet ouvrage, Le Congo de mon rêve, que je tiens à ma main. Vraiment. Vous avez d'ailleurs organisé le vernissage. J'y étais d'ailleurs. Exactement. Je l'ai animé avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Alors, le Congo de mon rêve, de votre rêve, il est comment ce Congo de votre rêve, de vos rêves? Vraiment. C'est comme je le disais, les jours de vernissage, c'est le Congo de mon rêve, mais après le vernissage, ce n'est plus le Congo de mon rêve, mais il devient le Congo de notre rêve. Parce que notre rêve à tous. À tous. Parce que nous tous, tous les Congolais, hommes, femmes, jeunes, vieux, nous devons porter ces rêves. En fait, cela est parti d'un constat, parce que je constatais que notre pays est potentiellement riche, mais sa population était totalement pauvre. Et cela, c'était des questions que je me posais, mais Dieu aussi est venu pour m'inspirer ces titres, même le contenu ou la solution que je devais en fait proposer. Alors, toutes les nations se bâtissent sur les rêves. Quand vous n'avez pas dans la nation, il n'y a pas de rêves, ça sera difficile pour que cette nation-là puisse se développer. Les États-Unis s'est développé parce qu'il y avait quelqu'un qui avait rêvé. Le papa de Barack Obama avait eu un rêve et le fils l'a accompli. C'est pourquoi vous allez voir aussi même Barack Obama dans son langage, il disait toujours « I am dream », j'ai un rêve. Donc vous voyez que tous les grands hommes avaient des rêves. Nous entrons dans notre pays. Il avait même son slogan « Yes, we can ». Voilà. Donc c'est possible. C'est possible. Donc quand vous rêvez, quand vous avez un rêve, c'est possible de l'accomplir. Nous entrons dans notre pays, Lumumba et tous les autres, les grands hommes politiques congolais, ils avaient toujours aussi les rêves pour notre nation. Cela ne nous empêcherait pas aussi, en tant que Congolais et pasteurs, d'avoir aussi un rêve pour le Congo. Ces rêves, nous l'avons synthétisé dans cet ouvrage et dans les poèmes, parce que dans l'ouvrage, il y a un poème que nous avons écrit sur le Congo. C'est en fait ces petits poèmes qui résument en quelque sorte ce que nous avons comme rêve pour notre nation. Je crois que nous aurons vraiment le temps d'en parler. Alors, il y a tellement beaucoup de choses là à l'intérieur. Par exemple, personnellement, je rêve à un pays où les bruits de chars de combat sont transformés en bruit d'industrie. Donc, au lieu que nous ayons beaucoup plus de bruit, de guerres et des bottes, nous avons beaucoup plus d'entendre dans nos oreilles le bruit des machines qui tournent. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'entendre le bruit des tracteurs qui sont en train de labourer notre terre au lieu de bruit des guerres que nous avons. Il y a aussi quelque chose que j'ai écrit dans ces grands rêves. Je rêve un Congo où le vieux politicien où les politiciens ou les autorités ne s'éternisent pas au pouvoir. Nous avons besoin aussi de voir la jeunesse qui est en train de prendre un peu la relève dans notre pays. C'est très, très, très important. Les gens parlent vous dites la jeunesse, mais ils disent on a besoin plutôt de l'expérience. Oui. La jeunesse, oui, mais une jeunesse qui n'a pas d'expérience. Mais quand vous observez bien, on risque de revenir à zéro. Non, non. Quand on parle de l'expérience, d'où vient l'expérience? D'abord, tout commence par les talents que la personne a. Et quand vous donnez maintenant une opportunité à celui qui a les talents, il va manifester ce qu'il incarne en lui. Maintenant, si nous pouvons limiter la jeunesse par rapport à l'expérience et que vous ne leur donnez pas les opportunités de travailler, vous voyez que ça devient un peu très compliqué. Et aussi, dans les rêves, je rêve un Congo où les sous-sols aura de la revanche, et les sols plutôt aura de la revanche sur le sous-sol. Bien sûr que notre pays a une vocation minérale, mais du moins, nous devons aussi comprendre que
Dans notre pays, il n'y a pas que des mines, mais il y a aussi les terres arables que nous avons. On parle de plus de 75 millions d'hectares de terres arables. Alors, moi, je rêve plutôt voir... Presque 80 millions. Hein. Pratiquement. Et moi, je rêve, et on peut nous ouvrir avec ça un quart de la population mondiale, plus de 2 milliards d'hommes. Et vous savez aussi, comme un homme a dit, c'était un pharaon qui sentait sa mort venir. Il regarde son fils, il lui dit, mon fils, toi qui vas me succéder, nourris le peuple. Nourris le peuple et nourris le peuple. Parce qu'un peuple affamé, c'est une rébellion qui se prépare. Quand vous êtes affamé, vous dirigez un peuple qui est affamé, sachez que c'est une rébellion en cours qui se prépare. Mais quand il va se révolter. Exact. Parce que quand le peuple mange, il va s'apaiser. Et c'est une recommandation que nous avons faite dans les livres par rapport à ceux qui dirigent les pays aujourd'hui, de veiller au lieu de s'embrouiller dans beaucoup de choses, qu'ils commencent aussi par faire manger le peuple, que la faim quitte. Vous pensez que ce peuple ne mange pas? Ce peuple mange, mais pas comme il faut. D'ailleurs, quand vous regardez il ne mange pas à satiété, exact, à sa faim. Exact. Mais aussi, c'est là, comme nous le disons, nous ne voulons pas que le peuple soit aussi dans une distraction pour attendre tout des autorités. Il faut que chacun, là où il est, qu'il fasse quelque chose. Vous voyez? Alors, quand nous disons que les autorités veillent à ce que le peuple mange, ce n'est pas qu'ils vont commencer à distribuer de la nourriture aux gens. Mais ils doivent avoir un discours qui doit responsabiliser le peuple. C'est pourquoi dans cet ouvrage, pour certains qui l'ont déjà lu, le constat est que je ne m'adresse pas trop aux autorités, mais je m'adresse plutôt au peuple. OK. Voilà. Donc, j'ai beaucoup plus travaillé la conscience. Parce que vous faites partie d'ailleurs de cette population. Exact. C'est ça vraiment mon plus grand objectif. C'était que pour que le peuple congolais se réveille, que la conscience, la mentalité soit un peu changée et éveillée. Ça fait un petit peu bizarre de voir un homme de Dieu parler de son pays, parler, on va dire, patriotisme, parler nation. D'où est venue justement cette motivation? Est-ce l'ainsi dit l'Éternel ou bien c'était juste une réflexion comme ça, comme l'aurait fait un monsieur lambda? Vraiment. Je l'ai mentionné dans mon avant-propos, dans les livres. Personnellement, je suis pasteur. J'aime le Congo, naturellement. Je prie pour les autorités comme les Écritures nous recommandent. C'est un travail que je fais couramment et tous les jours pratiquement. Mais du moins, pour écrire ces livres, c'était en 2020, pendant le confinement. Comme on ne faisait rien, notre travail, c'était beaucoup plus prier. Et j'écrivais aussi d'autres livres qui sont liés à ma vocation en tant que pasteur. Alors, un beau matin, je me réveille, je sens une voix qui me dit « Écris ce livre, Le Congo de mon rêve. Livre dans lequel vous écrirez pourquoi votre pays est si riche, mais la population est pauvre. Et vous allez proposer des solutions en tant que pasteur. » La voix était intérieure, elle était claire. Je me suis réveillé, j'ai dit quoi? Directement, j'ai pris mon bloc-notes, comme tout bon écrivain. J'ai écrit la pensée. J'ai juste, même aujourd'hui, j'ai toujours mon cahier là où j'avais écrit. J'ai écrit tel que ça a été, mais je ne savais pas qu'est-ce que je devais écrire dans les livres, par où je devais commencer, mais du moins, j'ai bien noté la pensée. Quelques 2 semaines ou 3 semaines après, la même voix revient. Je t'avais dit d'écrire un livre. C'est comme ça que j'ai récupéré le bloc-notes. Je me suis mis sur la table et les idées commencent à venir. Notre pays est riche, mais pourquoi est-ce qu'il ne se développe pas? Et il y a eu tout un tas d'antivaleurs que j'ai écrits dans les livres qui faisaient que le pays ne se développait pas. Et je les écrivais rapidement. J'ai terminé. J'ai dit, mais quelle solution je vais proposer? Et l'Esprit m'amène dans les livres de Genèse, chapitre 11, la construction de la tour de Babel. Et j'ai comparé la tour de Babel au Congo que nous devons bâtir, au Congo de demain. Mais là, c'était l'idée de Nimrod. Exact. C'est une inspiration. Vous prenez l'exemple de Nimrod? Oui,
je le prône. J'ai même mentionné ça dans les livres. C'est vrai que nous, les relus, donc les pasteurs, les hommes de la Bible, Nimrod n'est pas un exemple. Ce n'est pas un exemple à suivre. Nous le typifions même comme un antichrist. Pourquoi? Parce qu'il a amené le peuple à se rebeller contre Dieu. Mais j'ai pris le côté leadership de Nimrod. Okay. Il a réussi à mobiliser tous les peuples afin de les entraîner à la construction d'une tour avec la vision de quitter la terre jusqu'à atteindre le ciel. Le ciel. Et le peuple a adhéré. Et c'est ça, l'une des grandes capacités d'un leader, c'est être capable d'influencer la masse, d'adhérer à la vision que vous avez et de les amener à un développement. Et Nimrod a réussi à ça. J'ai même montré que parmi les griefs négatifs... C'était Nimrod ou bien c'est aussi parce que ce peuple parlait un même langage? Oui, ça, ce n'est que les conséquences. Okay. Mais l'idée est venue d'abord de Nimrod. Et c'est lui qui a proposé cette idée. Mais les peuples avaient le même langage, ils avaient la même vision. C'était des grands travailleurs. C'est un avantage. Avoir un même langage. Oui, enfin, je vous laisse parler. Allez-y. Surtout quand on va aborder le troisième chapitre, la partie des solutions, c'est là où je vais beaucoup revenir. Mais par rapport à votre question, c'était que Nimrod avait ce qui était négatif. Il s'est rebellé contre Dieu, mais il y avait son côté positif. Et son côté positif, c'est sa capacité de leadership, sa capacité d'entraîner le peuple à faire quelque chose. Et j'ai comparé la tour de Babel que Nimrod a construit avec le peuple au Congo de demain que nous devons commencer à bâtir aujourd'hui. Et donc on doit avoir quelqu'un qui a un peu cet esprit de leadership. Exact. Un peu comme Nimrod. D'ailleurs, dans les livres... comme c'est une partie très importante, j'ai posé une question quelque part. J'ai dit, qui est les Nimrod de la RDC? De la RDC. Alors, à cette question-là, je ne voyais pas un individu. Mais je voyais... Vous n'avez pas pensé à Fachi Béton? Bon, directement comme ça, pas. Mais moi, j'ai décrit tous les présidents qui devaient se succéder dans notre pays, qui ont la vocation d'amener le développement dans notre nation. Alors, c'est comme ça que j'ai donné pratiquement les critères de celui qui doit prétendre être le leader de la RDC. De la RDC. Comme c'est après déjà le vernissage, donc je peux les lire. Allez-y. Certes, plusieurs griefs négatifs ont été soulignés contre sa personne, c'est-à-dire la personne de Nimrod. Il était un exemple d'un dirigeant qui conduit tous les peuples à se révolter contre Dieu, ce que je condamne. Nimrod fut rebelle à l'ordre de Dieu, remplissait la terre. Lui, il a dit non, ne quittez pas, ne remplissez pas la terre, nous soyons tous dans un même endroit. Il se fit roi par désir de dominer sur autrui. Or, un bon roi, il doit être là pour servir. Il connaissait les lois de son créateur, mais il les détestait. Ce sont des griefs négatifs à qui je demande d'ailleurs à toutes nos autorités de s'en débarrasser, s'ils en ont. Mais il y avait aussi des qualités de Nimrod en tant que leader. Et les leaders que je rêve pour notre pays. Et parmi ces qualités, c'est être un homme visionnaire. Vous savez, diriger le Congo. Le Congo, ce n'est pas comme la Belgique. La Belgique entre 80 fois dans notre pays. 80 fois. La France, c'est 4 fois. Alors, l'homme qui doit diriger le Congo, il doit être un homme visionnaire, qui a la vision d'un pays continent. Deuxième critère, j'ai dit un homme à grand cerveau à la dimension continentale. C'est comme je disais lors du vernissage, normalement, le président du Congo, c'est-à-dire quand je parle de président, je ne vois pas ni les présidents passés ni les présidents actuels, mais je vois tous ceux qui vont se succéder, qui vont venir et même ceux qui sont passés. Voilà, oui. Et tous ceux qui vont venir. Alors, il doit avoir 4 fois la tête de Macron, du président Macron. 4 fois. Il doit avoir 80 fois la tête du premier ministre belge ou du roi belge. Vous voyez un peu ça? Donc, parce que le Congo, c'est un pays continent. Maintenant, si quelqu'un n'a pas un grand cerveau à cette dimension-là, ça sera compliqué. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des Congolais, ils ne connaissent pas leur nation. La plupart des Congolais, ils ne savent pas la beauté du pays que le Seigneur les a donné. On dit un homme qui doit aimer le Congo plus que lui-même. Vous voyez, vous ne pouvez pas amener le Congo au développement si vous ne l'aimez pas plus que vous.
Parce que vous, vous êtes petit par rapport au Congo. Le Congo est grand. Et on nous parle aujourd'hui de plus de 100 millions de Congolais. Comment vous pouvez maintenant vous diriger le pays dans n'importe quelle sphère, hein? Vous pouvez être président, vous pouvez être premier ministre, vous pouvez être député, vous pouvez être gouverneur, même chef de rue. Et vous avez une portion du pouvoir. Alors, vous ne pouvez pas diriger bien si vous n'aimez pas les pays plus que vous-même. Je parle aussi d'un homme rassembleur et capable de valoriser les talents des filles et des fils du pays. Un homme rassembleur. Le Congo est grand. Nous avons pratiquement 400 langues, dialectes au Congo. 454 par les là. tribus, Oui. n'en parlons pas. Oui. Comment vous allez diriger un si grand pays? Oh, pratiquement, les tribus, là, ce sont pratiquement ce sont des pays, en fait. Oui. Ce sont des pays, en fait. Maintenant, vous devez être rassembleur. Il faut mettre les filles et les fils des pays ensemble. Si vous avez une réflexion régionale, ça sera difficile à ce que vous puissiez amener notre pays dans le développement. Un homme de bonne moralité, c'est très important quand même. Nous devons décliner. Vous avez une autorité, mais qui n'a pas une bonne moralité. C'est-à-dire? Dans la bonne moralité, vous savez, la morale, on dit quoi? C'est ce sens-là, cette qualité-là de faire le bien et d'éviter le mal. Vous voyez? Et si vous voulez bien connaître le bien, pour nous les chrétiens, nous avons la Bible. Vous ne pouvez pas avoir une vie de débauche. Ce n'est pas intéressant pour une autorité. Vous devez être capable de bien diriger votre maison. Vous ne pouvez pas être trop cupide, voleur. Non. Donc vous devez avoir une très bonne moralité. Apparemment, ce sont un peu les mêmes qualités que la Bible exige pour être un serviteur de Dieu. Hein? En fait, parce que le dirigeant, être mari d'une seule femme, le dirigeant, etc., c'est un serviteur de Dieu. Okay. La Bible est allée même plus loin. Le magistrat est serviteur Le magistrat de Dieu. est serviteur Le roi de Dieu. est serviteur Le roi est serviteur de Dieu. Dieu. Raison Exactement. pour laquelle il doit avoir une bonne moralité. Et il doit être un grand lecteur de la Bible. Et vraiment comme un serviteur tout de serviteur de exactement, Dieu. Oui. Exactement. Donc, il doit avoir une très bonne moralité et avoir un passé aussi louable. Mais je crois aussi à la conversion, à la vraie conversion. Okay. C'est-à-dire quelqu'un peut avoir un mauvais passé, mais il croise le Seigneur et il se convertit et pour avoir adhéré aux bonnes valeurs morales. Alors, un homme de grande valeur, intègre, humble, ayant un foyer stable, ainsi de suite. Un homme serviable, c'est-à-dire il doit être capable de servir le Congo et les Congolais. Un homme débarrassé de tout égoïsme. Les dirigeants du Congo doivent être débarrassés de tout égoïsme. Un homme non tribal est capable de valoriser l'identité congolaise. Vous savez, la crise dans notre pays, c'est parce qu'on n'a pas construit l'identité congolaise. Nous avons beaucoup plus construit l'identité Luba. Nous avons construit plus l'identité Swahili. Nous avons construit plus l'identité Mongala et Mukongo. Souvent, quand nous nous présentons, je suis Moluba, je suis Mongala. Mais nous devons beaucoup plus nous présenter comme étant je suis Congolais. C'est ce qui est beaucoup plus important. Et si vous voulez, nous voulons amener notre pays au développement, nous devons beaucoup plus construire l'identité congolaise. Un homme capable d'élever la République démocratique du Congo au niveau des puissances continentales et mondiales, ce qui est la vocation de la République du Congo. Le Congo n'est pas comme un éléphant qui dort, qui doit être dans la vallée. Les Congolais plutôt, le Congo c'est un aigle. Le Congo doit voler dans les airs. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit se constituer comme un vent afin d'amener le Congo aigle à nager dans les hauteurs. Et c'est là les capacités ou les qualités que doivent avoir les dirigeants congolais. Un homme ayant de grandes capacités diplomatiques, ça j'aime. Un homme ayant de grandes capacités diplomatiques, un homme capable de bien gérer la gourmandise et l'ambition des grandes puissances. Quand vous regardez dans notre pays, vous allez constater que nous subissons la haine aussi des puissances étrangères. Les États-Unis ne veulent pas nous laisser tranquilles. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces pays-là. C'est pourquoi ils se servent d'un petit pays comme le Rwanda. Vous voyez un peu ça? Pourquoi? Parce qu'au Congo, il y a des richesses. Et par exemple, pour la transition énergétique, tout ce qui peut faire à ce que le monde soit comme une chambre froide se trouve au Congo. Pour éviter les réchauffements climatiques, les minéraux de la transition. On appelle ça même les terres rares.
Ça se trouve au Congo. C'est ce qui fait que toutes les grandes puissances... Il paraît que même notre forêt est encore assez vierge, assez potentielle exactement. Pour l'atmosphère. Exactement. On parle que l'Amazonie, c'est les premiers grands bassins du monde, oui, par rapport à la superficie. Mais par rapport à la manière d'absorber les gaz carboniques, le Congo absorbe plus de gaz que l'Amazonie. C'est ce qui fait que... la photosynthèse s'est fait mieux ici au Congo qu'en Amazonie. Voilà. Mais qu'est-ce que nous en gagnons? C'est parce que ces grandes puissances-là, ils ne veulent pas que nous puissions bénéficier de tout ce qu'ils donnent comme fonds par rapport au phénomène de réchauffement climatique. Alors, ils sont gourmands. Et ils veulent à ceux qu'ils viennent dans notre pays. Ils ne veulent pas négocier. Ils pillent, voilà, ils ne veulent pas négocier. Ils préfèrent piller. Ils préfèrent prendre de force. Exact. Et ils vous imposent la guerre. Pendant que vous battez par la guerre, en bas, ils sont en train de prendre des minéraux. Vous voyez? Alors, c'est lui qui doit être le président, le gouvernant, c'est lui qui doit gouverner le pays. Il doit avoir cette capacité, une grande intelligence diplomatique pour bien gérer la gourmandise de la Russie, des Américains, des Français, des Chinois et de toutes les puissances occidentales. Vous voyez? Si vous n'avez pas cette capacité-là, il vous sera difficile d'amener ces pays-ci à se développer. Vous risquez même de l'introduire dans des guerres interminables. Parce que ces grandes puissances n'ont pas de pitié. Et ce qui les intéresse sont les minéraux. Les hommes, ils n'ont pas de cœur. Ils peuvent vous massacrer des millions et des millions et ça ne dit absolument rien. Et leur problème, c'est qu'ils inventent les smartphones, qu'ils inventent les ordinateurs. C'est ce qui les intéresse. Vous voyez un peu ça? Donc, un homme aussi, ça aussi j'ai beaucoup aimé, qui a beaucoup de révérence envers Dieu. Parce que vous ne pouvez pas diriger le peuple de Dieu si vous n'avez pas le cœur de Dieu. Parce qu'un dirigeant est un serviteur de Dieu. Amen. Voilà un peu ce que je peux dire d'abord pour les Nimrod de la RDC. Alors, puisqu'on parle justement de Nimrod, oui, il y a l'aspect Nimrod, mais il y a aussi l'aspect dont on a parlé précédemment, l'aspect population qui parlait un seul langage. Est-ce que il n'y a pas aussi ce problème-là à notre niveau, nous, Congolais, le fait que nous ne parlons pas un même langage. Je ne parle pas ici des langues, mais je parle de la façon de voir les choses. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? J'en ai parlé dans les livres, dans les solutions. Ok. Puisqu'on est déjà dans les... Allez-y. Oui. Dans les solutions, je proposais que pour réussir à développer notre nation, comme Nimrod avait réussi à construire une tour qui devait quitter la terre jusqu'à atteindre les ciels, la Bible dit en Genèse chapitre 11, le peuple avait les mêmes mots et les mêmes langages. C'est le premier point. Nous, au Congo, nous avons 400 langues ou dialectes. Mais eux, à l'époque, pour réussir leur vision, ils avaient les mêmes langage. Ils parlaient la même chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne dis pas que nous devons renoncer à nos dialectes. Mais quand on parle de la langue, c'est l'expression d'une pensée. Je pense et je parle. Je formule le mot. C'est là où moi, je parle beaucoup plus d'avoir la même pensée ou la même vision. Donc, nous devons parler la même chose, mais chacun dans son dialecte. C'est pourquoi nous devons beaucoup plus construire les langages congolais au lieu que du langage lubaphone, swahiliphone, mangalaphone ou kikongophone. Vous voyez un peu ça? Nous devons beaucoup plus parler les langages de la terre. J'ai parlé dans les livres les langages de la terre. Les langages de la terre, c'est le langage du Congo. Nous devons beaucoup plus parler Congo et ce qu'est le Congo, de l'avenir du Congo, que de parler de nos tribus ou soit de nos langues. Donc devenir une nation. Exactement. Au lieu de se limiter au pays. Le Congo, c'est comme un corps. Sur le corps, nous avons plusieurs membres, mais chaque membre a un rôle à jouer. C'est pourquoi, parmi les solutions que nous devons avoir, il y a aussi les problèmes de l'unité dans la diversité culturelle. Nous devons être un. J'ai donné une illustration pour bien parler de l'unité. Dans une mer... L'unité dans la diversité culturelle. Exact. Okay. Dans une mer, il y avait un gros poisson.
Et ces gros poissons avaient tendance, quand ils entrent dans la mer, ils mangent les petits poissons. Et c'était un mouvement qui s'est passé régulièrement. Jusqu'à tel point qu'un jour, les petits poissons disent, mais jusqu'à quand nous allons commencer à fuir ces grands poissons, jusqu'à quand ils vont continuer à nous manger? C'est comme ça que les petits poissons se sont mobilisés. Ils ont formé aussi un gros poisson, parce qu'ils étaient ensemble. Celui-ci est venu s'attacher, l'autre est venu, l'autre est venu. Ils ont formé aussi, ils ont pris pratiquement la forme d'un autre gros poisson. Plus grand que celui qui devait maintenant venir les attaquer. Quand l'autre gros poisson vient, il regarde en face, il ne voit plus de petits poissons séparés. Il voit en face de lui un gros poisson. Par conséquent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fuite. Il n'a pas pu les attaquer. C'est là où les hommes disent, l'union fait la force. Si nous, les Congolais, nous pouvons nous mettre tous ensemble, même les États-Unis ne tiendront pas. Même la France ne tiendra pas. Et ils utilisent le principe de diviser pour mieux régner. Ils nous divisent afin de nous dominer. Mais si nous pouvons prendre conscience, Moulouba, Moukongo, Mungala, Mouswahili, de se mettre ensemble, de travailler ensemble, vous allez voir qu'il n'y a aucune puissance qui tiendra devant nous, le Congo. Donc l'unité dans la diversité culturelle est très, 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 très importante pour amener notre pays dans le développement. Un autre point aussi pour développer notre pays, c'est le travail. Nous devons travailler. Vous savez, on dit au Congo, nous sommes un pays... Mais on travaille déjà, non? Enfin. Bon, ceux qui travaillent, les études sont faites, vous allez voir que la plupart des gens qui travaillent, c'est juste un poignet de gens. Mais beaucoup sont dans le chômage. Vous voyez? Et puis quelqu'un m'avait dit, le travail, c'est pas forcément le travail du bureau. Oui. Il faut bien qu'il y ait des gens qui mettent la main à la pâte. Surtout là-bas, la main d'œuvre. Les Congolais, nous aimons beaucoup travailler dans les bureaux. Nous tous, nous voulons devenir des fonctionnaires de l'État. Vous voyez? Et surtout, nous aimons beaucoup prier. Or, il faut des gens dans les champs. Exact. Dans les boulangeries. C'est comme pour le moment. Il y a un domaine qui n'est pas assez exploité. C'est le domaine des champs. C'est le domaine de l'agriculture, de l'élevage. Vous savez, au Congo, nous avons, comme nous avons parlé des terres arables, nous avons des eaux. Quand vous prenez les lacs, je crois, Albert, j'en ai parlé même dans les livres, un lac poissonné. Plein de poissons. Il y a des poissons qui naissent, qui vieillissent et qui meurent dans l'eau sans qu'ils soient mangés. Aïe, aïe, aïe. Mais nous, les Congolais, qu'est-ce que nous faisons? Nous importons les poissons de Namibie. Les Thomson. Les Thomson. C'est une honte pour nous. Ça doit nous faire mal. Et un bateau de pêche, ça coûte combien? Ce n'est pas assez si compliqué. On doit avoir des bateaux de pêche. Hein? Exactement, parce qu'il faut faire une pêche industrielle. Ce n'est pas une pêche avec des hameçons comme les font nos pauvres pêcheurs. Ou bien comme nos amis les Wagenia. Vraiment. Ça va nourrir juste la famille. Mais si vous voulez nourrir tout un peuple, il faut faire une pêche industrielle. C'est là où on aura besoin des bateaux de pêche, on aura besoin de grandes chambres froides, ainsi de suite. Vous voyez un peu ça. Alors, dans notre pays, nous devons encourager le travail. Il faut que chaque Congolais se pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour le pays? Il ne faut pas attendre tout du gouvernement. D'ailleurs, dans les livres, parmi les griefs, les antivaleurs que nous devons éviter, c'est de rejeter toute la responsabilité sur les dirigeants. Regardez notre phrase magique et démoniaque. L'État tel la Bissoli Kamboy. Président Fachi, Maman Denise, tel la Bissoli Kamboy. Même pour jeter les immondices dans nos maisons. Fachi, Papa Fachi Ozawapi. Vous voyez un peu ça? Tant que nous serons dans ces conditions-là, le pays ne va pas se développer. Il y a ce langage et il y a aussi un autre langage. Oui. Yomoto Bongisa Kongo. Voilà. J'ai appelé dans les livres les forteresses. Que nous devons chasser par une éducation. C'est ça les forteresses. Les forteresses. Que nous devons chasser par une éducation sérieuse. C'est pourquoi la structure... L'éducation civique. Exactement. La structure que le président a créée, des changements de mentalité, normalement, c'est une structure qui mérite d'être beaucoup financée parce que c'est la clé du développement de notre pays. Parce qu'un homme a dit, avant que le Congo ne tombe, c'est l'homme congolais qui était tombé. Alors, si on veut relever le Congo, commençons par relever d'abord l'homme congolais. Et l'homme congolais doit être relevé par une éducation sérieuse, une éducation adéquate. Parce que quand l'homme est construit,
la construction, le développement intérieur aura de l'impact sur le développement physique. Tant que l'intérieur est pauvre, cette même pauvreté va se manifester sur le plan extérieur. Et c'est ce que nous vivons. Donc, et puis, j'avais intervenu dans une émission quelque part, un Congolais a écrit, dit, mais pasteur, vous parlez, on doit travailler, mais l'État ne nous donne pas le travail. Écoutez. Ah, ça aussi j'entends. Si c'est une question. J'entends très souvent dans la rue. Vous l'entendez aussi? Oui, oui. Je suis pasteur. L'État paie sa vie sur même à l'église, j'en parle beaucoup. Mais vous savez, tonton Jaco, il y a des travaux que vous pouvez faire sans argent. Je vous donne un exemple. Comme j'ai écrit les livres ici. Sans argent? Sans argent. Et ça peut être un travail rémunérateur? Exactement. Okay. Ça, je donne juste un exemple. Bon, pour ne pas parler vraiment des livres. Mais nous prenons l'exemple de nos amis qui ramassent les matiti, les immondices. Ça ne demande pas rien. Il y a des gens qui ont déjà leurs chariots. Ils arrivent, ils prennent les chariots à crédit. Et ils se lancent dans la rue, ils commencent à crier « Matiti !» Matiti. Quand vous l'appelez, il entre. Il prend, il a 1000 francs, il a 2000 francs. Quand il va parcourir autant de maisons. Ça va même jusqu'à 8000 francs. Vous savez que ces gens-là dépassent leur salaire, ce qu'ils ont comme argent, revenus journaliers, ça dépasse même les revenus des enseignants. Okay. Parce que s'il travaille, il ne peut pas manquer 40 000 francs par jour, voire même 50 000 francs. Maintenant, comme il travaille ça tous les jours, et c'est pendant quelques heures, hein, ils peuvent commencer à 6 heures, 10 heures, ils ont déjà fini le travail. Et il peut aller faire autre chose. Et s'il a 40 000 francs par jour, fois 30, c'est combien? C'est un millionnaire congolais, en francs congolais. Il ne peut pas manquer plus d'1 million de francs. Seulement, ils épargnent pas, parce que quand il a gagné ses 40 000, après le soir, il va prendre sa bière. C'est ça le problème, l'ambiance. Vous voyez? Alors, et demain, il reprend encore. C'est un travail, ça ne demande pas l'argent. Et tu peux le faire. Il y a les gens qui peuvent le faire. Alors, il y a beaucoup d'autres activités. Donc, il y a des choses que nous devons faire sans rectifier aussi. Oui, c'est pourquoi les discours, dans notre comportement. Les discours de nos hommes politiques, parce que ce sont eux qui dirigent. Et les discours de nous aussi, les pasteurs qui sont les leaders des masses, nous devons aussi avoir un discours qui pousse les Congolais au travail. Et c'est un travail que nous devons tous faire. Parce que les pays ne se développent par le travail. Si on ne travaille pas, le pays ne va pas se développer. Je ne connais pas un pays qui s'est développé par beaucoup de jeûnes et de prières. Non, nous devons prier, nous devons jeûner, parce qu'en tant que chrétiens, ce sont les activités spirituelles qui maintiennent notre communion avec Dieu. Mais par rapport au développement du pays, ce n'est pas question de prière, mais c'est question du travail. Les Chinois, ils ont travaillé. Hein? Ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils ont développé leur nation. Et vous allez voir un Congolais dire, voilà, nous ici, je suis en Chine. Ils se développent, mais ils ne prient pas là-bas. C'est parce que les gens pensent que le développement viendra par la prière. Il y a des choses que Dieu ne fera plus jamais. L'homme a sa part. Mais nous avons notre part. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné la terre. Il a fixé nos limites. Il a mis à l'intérieur les minéraux et tout ça. C'est à nous de développer. Il a dit à Adam, voilà, vous avez d'ailleurs parlé. Il a dit à Adam, garde les jardins, cultive-le. Garder, c'est le sécuriser. Cultiver, c'est le développer. Et c'est le devoir de tout homme de développer son Éden. Et notre Éden à nous, c'est le Congo. C'est le Congo. Nous devons y travailler pour le développer. Et Dieu n'avait pas dit à Adam, prends la houe. Adam lui-même a compris que pour travailler bien les sols, je dois avoir la houe. C'est là où l'homme a inventé la houe. Donc le Congo de vos rêves, c'est justement ce Congo, si je comprends bien, où tous les Congolais, tous les dignes fils et filles du Congo prennent la responsabilité de savoir qu'ils sont un grand peuple. Exactement. Vous avez tout compris. Ils doivent y travailler pour assurer la grandeur de ce Congo. Nous parlons dans notre hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Ce n'est pas le président, mais c'est nous, le peuple. Le président est seul. Si nous, le peuple, on ne fait rien, lui seul ne fera rien. C'est ça. Il a besoin de notre concours, de notre apport. Alors, je signale ici que cet ouvrage, ce très bel ouvrage, est d'ailleurs déjà en vente. Donc, les gens peuvent toujours l'acheter et sans problème. Alors, vous avez comme ça un programme aussi que vous organisez? Oui, parce qu'après le vernissage, il y a plusieurs personnes. Ces jours-là, il y avait un match. Oui.
Mais il y a eu du monde, hein. Je crois que c'était oui. pas plus de 300. Oui, oui, les gens étaient là quand même. Oui. Parce que c'est une grande salle. Je les remercie vraiment. Bon, on avait prévu cette grande salle. Et même quand c'était fini, je sentais qu'il y avait toujours cette soif. Vous étiez là, vous avez vu les réactions des gens qui ne voulaient pas que ça se termine. Donc, j'ai vu qu'on avait affaire à des vrais Congolais qui avaient le souci du pays. Ils étaient bouleversés. Les discours étaient tellement forts et révoltants. Et j'ai aimé vraiment la participation et je les remercie. Alors, c'est aussi important pour l'avoir. Et pour l'avoir, ce n'est pas aussi si compliqué, surtout. C'est mieux de nous appeler d'abord au téléphone, parce qu'on peut même déposer à domicile. Oui, pour ceux qui sont à Kinshasa, on peut les déposer. Ceux qui sont ailleurs, on peut toujours étudier. C'est vrai qu'ils se trouvent déjà sur Amazon. Mais si vous pouvez nous écrire au plus 243 85 124 98 08. Plus 243 85 124 98 08. Vous pouvez nous contacter pour vous remettre votre exemplaire. Parce que si tout le monde le lisait, c'est le début de quelque chose. Donc, comme ça, il y a d'autres conférences qui vont suivre. Alors, comme beaucoup de gens n'avaient pas assisté, c'est comme ça que c'est dimanche ici, le 14 juillet, à partir de 17h juste, jusqu'à 19h30, nous avons organisé une autre journée de réflexion. On appelle ça journée de réflexion et de prière. Nous allons nous retrouver dans notre enceinte de l'église, au temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110 dans la commune de Kinshasa. C'est au croisement de l'avenue Kasavubu et Kitega. C'est à la deuxième parcelle. Quand vous êtes sur Kasavubu, vous entrez à Kitega. C'est première, deuxième parcelle. C'est là où vous allez trouver notre assemblée et c'est là où ça se passera une deuxième vente pour les livres Le Congo de mon rêve. Et d'autres discussions et d'autres réflexions encore. Nous allons encore réfléchir. Ceux qui auront des questions à poser, ils poseront. Et surtout, on passera aussi même le temps de prier pour notre pays. Car la Bible nous dit en tant que chrétiens, priez pour votre pays. Donc, quand vous êtes dans un pays, nous devons prier. Il y a beaucoup de défis aussi qui peuvent être relevés dans les cosmos spirituels par notre prière. Parce que dans chaque pays, en dehors des princes physiques, il y a aussi les princes spirituels. Et si vous voulez bien développer le pays, il faut commencer par vaincre aussi les princes spirituels qui est en train de travailler pour empêcher le développement d'une nation et à l'instar de notre pays. Ça, c'est pour nous qui sommes à Kinshasa, mais nous sommes en train de travailler aussi pour nos amis qui sont à Lubumbashi. Je crois que ça se passera au mois d'août, le 25 août. Là, je serai à Lubumbashi. Ça sera encore un dimanche, le soir. Je crois que pour ceux qui vont nous contacter au numéro que j'ai donné, vous aurez toutes les précisions possibles. En tout cas, je vais vous titiller un tout petit peu parce que on vous avait posé cette question-là au vernissage. C'était la question de savoir si vous aviez des ambitions politiques. Cette question, vraiment, personnellement, consciemment, je n'ai pas de telles ambitions. D'abord, pour écrire les livres, ce n'est pas venu de moi. C'est juste une vision. C'est juste une vision que le Seigneur m'a donnée et j'ai obéi. Et j'ai fait ma part. Par rapport aux ambitions politiques, je n'en rêve pas. Je n'en rêve pas parce que, à ma qualité de pasteur, il y a dans mon église des politiciens qui sont dans l'union sacrée. Les différents partis politiques. Il y a ceux qui sont dans l'opposition. Alors, moi, je préfère être neutre pour les permettre, pour les parler à eux tous, au lieu que je prenne la position d'un camp. Parce que quand vous entrez dans la politique, sûrement vous serez obligé de prendre position et ça ne sera pas important ni avantageux pour moi en tant que pasteur. Mais j'encourage ceux qui ont les pasteurs qui ont la vocation de la politique, je les encourage à le faire. C'est pas mauvais. Mais moi, jusqu'à présent, je ne sens pas ça à moi. Pasteur et politique, c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, pas mauvais, mais vous devez avoir la vocation. Et soyez sûr que Dieu vous a appelé à ça. Mais beaucoup de gens des pasteurs entrent dans la politique juste par des ambitions personnelles. Bon,
l'essentiel, c'est d'amener quand même quelque chose pour le développement du pays. Mais moi, je préfère prêcher, éduquer la masse et me limiter là-bas. Écrire des ouvrages comme je l'ai fait et me limiter là-bas. Ah ben c'est très bien, c'est très très bien. Alors qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui par rapport à ce Congo? S'il faut résumer pour une personne peut-être qui nous a pris en cours et qui aimerait comprendre le mal du Congo et quelles sont les solutions pour le Congo. Voilà, pour ceux qui nous ont suivis en retard ou qui nous suivront, le mal du Congo, il y en a plusieurs. Il y en a 11. J'ai appelé ça les 11 antivaleurs. Qu'on va retrouver dans qui l'ouvrage. bloquent le pays. Et parmi ces antivaleurs, il y a le tribalisme. C'est un grand mal. Parce que l'intelligence n'a pas de race. L'intelligence n'a pas de tribu. Vous voyez, nous devons éradiquer le tribalisme au milieu de nous. La deuxième des choses, il y a aussi la haine. Le Congo, nous nous haïssons beaucoup. Nous n'aimons pas notre pays. La majorité, quoi. Nous n'aimons pas notre pays. La haine fait partie des antivaleurs que nous devons beaucoup plus éviter. Il y a aussi l'esprit de pillage. L'esprit de pillage, j'en ai parlé aussi dans le livre. Vous allez voir un petit mouvement. Les Congolais sont prêts à brûler des pneus, même sur des routes construites avec leur contribution. Ils brûlent. C'est ça que j'ai toujours déploré. Je me dis, bon, ok, on respecte vos revendications, mais c'est pas parce que tu revendiques quelque chose que tu dois commencer à vandaliser vous allez voir, la ville. Vous allez voir des gens qui vont vandaliser même des transports en commun, même des transports des bus de l'État, que l'État a mis à notre disposition. Nous pillons cela. Alors que c'est nous qui entrons dans ces bus-là. La plupart de nos autorités, ils ont leur Jeep. On a des bus après, nous commençons brûlés. Nous avons détruit toutes les industries qui étaient alimentées. Vous voyez, c'est nous, les Congolais. Donc, vous voyez que l'esprit de pillage, c'est un grand antivaleur. Donc, la solution, on doit être ensemble. Oui, oui. Et on doit travailler. Exactement. Et nous devons aimer les pays. Nous devons aimer beaucoup le Congo. Un autre antivaleur, c'est jeter la responsabilité sur les dirigeants. Évitons ça. Chaque Congolais doit faire quelque chose et ne pas attendre trop de nos dirigeants. Donc, il y a aussi... Parce que les dirigeants aussi attendent de nous quand même quelque chose. Il y a aussi le non-respect de la femme. J'en ai parlé. Le non-respect de la femme? Oui. Qu'est-ce que ça vient faire là? Un homme a dit, c'est une expression qui existe, éduquer une nation, et éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est pour montrer la valeur de la femme dans le développement d'une nation. Quand une femme est bien instruite, elle va beaucoup participer au développement, non seulement de sa famille, mais aussi de la nation. Parce que ce sont les femmes qui gèrent les maisons au quotidien. Au quotidien. Et si toutes les femmes pouvaient être instruites, développées, vous allez voir facilement notre pays ira aussi de l'avant. Donc, il y en a environ. En tout cas, ça se retrouve dans ce livre, dans cet ouvrage. Et puis, les conférences, faudrait bien y participer, parce que dans les conférences, c'est là qu'on remarque que nous réfléchissons au-delà même de l'ouvrage. Donc, nous allons très loin. On avait proposé de faire des conférences dans des universités. Alors, nous allons commencer à aller petit à petit. Nous allons sûrement les faire et nous prions que le Seigneur nous soutienne aussi avec un peu de moyens pour faire la vulgarisation de cet ouvrage. Merci. Pasteur Cédric Lukusa Mutombo, merci. Merci beaucoup. Et j'ai vu votre Cédric. Ah oui, le tonton de tout le monde. J'ai vu que votre Cédric s'écrit avec S. Oui, cela est parti. Et non avec C. Oui, cela est parti lors des les premiers enrôlements de 2006. Bon, il y avait un petit débat entre moi et l'opérateur de saisie. Bon, il m'a convaincu pour me dire qu'il était professeur de français. Alors, il avait écrit mon Cédric avec S. Et cela est resté. Mais du moins, ça s'écrit. Quand je fais des recherches, j'ai trouvé que, même sur mon passeport, c'est maintenant. Il y a Cédric avec S. Il y a Cédric avec S et Cédric avec C. Alors bon, ça crée une petite différence. Mais c'est très bien. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Mais en tout cas, bonne suite de programmes sur Univers Télévision, votre télé. Au revoir.